Ces dernières semaines, le système international a retrouvé un niveau de tension qui ne se limite plus aux champs de bataille traditionnels. La guerre ne se joue plus seulement sur terre, dans les airs ou en mer. Elle se déroule désormais dans des zones grises, loin des gros titres habituels, utilisant le commerce, la logistique, l'environnement et le droit international comme des armes silencieuses. Dans le contexte mondial actuel, où les sanctions, les blocus indirects et les opérations hybrides scellent la victoire avant même le premier coup de feu, la maîtrise des mers est redevenue un facteur de puissance décisif. La mer Baltique, historiquement considérée comme une voie commerciale sensible, est devenue un échiquier stratégique à haut risque. D'un côté, la Russie tente de préserver sa survie économique en contournant les sanctions. De l'autre, les pays européens renforcent leurs mécanismes juridiques, militaires et environnementaux pour resserrer leur étau. Dans ce contexte, la moindre défaillance technique, la moindre erreur d'appréciation peut avoir des conséquences disproportionnées. C'est précisément ce qui s'est produit lorsqu'un navire russe, appartenant à une flotte officiellement inexistante, a perdu sa manœuvrabilité et s'est retrouvé dans des eaux sous stricte juridiction européenne. À première vue, il semblait s'agir d'un simple incident maritime. Un vieux cargo, des problèmes mécaniques, un appel de détresse. Rien qui, dans un autre contexte, justifierait une attention internationale. Mais ce navire n'était pas un navire ordinaire. Il appartenait à ce que les analystes qualifient déjà de pilier invisible de l'économie de guerre russe, la flotte clandestine. Un ensemble de navires immatriculés sous des pavillons opaques, avec des assurances douteuses, des équipages hétéroclites et des itinéraires conçus pour contourner les sanctions énergétiques. Lorsque ce navire fut contraint d'interrompre sa route et se retrouva près des côtes suédoises, Stockholm prit une décision qui marqua une avancée stratégique majeure. Au lieu de traiter l'affaire comme une simple opération de sauvetage ou un contrôle administratif, l'État suédois réagit comme s'il était confronté à une menace pour la sécurité nationale. L'intervention ne fut pas menée uniquement par les autorités portuaires ou douanières. Des unités spécialisées, entraînées aux opérations à haut risque, y participèrent. Ce détail change tout. La décision de recourir aux forces spéciales lors d'une inspection maritime n'est pas anodine. Elle indique que le problème ne résidait ni dans le moteur, ni dans la cargaison visible, mais dans ce qui pouvait être dissimulé. C'est à ce moment précis que l'épisode cesse d'être un incident isolé et marque un tournant dans la doctrine occidentale d'endiguement. Depuis des années, les services de renseignement européens et ukrainiens alertent sur le fait qu'une part importante de ces navires dits civils fonctionnent, dans les faits, comme des plateformes de guerre hybrides. Ils transportent du pétrole le jour et collectent des données stratégiques la nuit. Ils cartographient les câbles sous-marins, surveillent les routes militaires, testent les temps de réaction des forces côtières et, selon de nombreux rapports de renseignement, peuvent servir de base pour des opérations menées avec des drones ou des équipements de surveillance de pointe. Ces navires ne sont pas des porte-avions. Ils ne possèdent ni canons apparents, ni missiles visibles. C'est précisément ce qui les rend dangereux. Ils se dissimulent derrière les règles de la navigation internationale, exploitant la réticence de l'Occident à agir pour empêcher une escalade directe. Longtemps, cette stratégie a fonctionné. Mais la donne a changé. L'approche suédoise ne visait pas principalement à trouver des barils rouillés ou des documents de cargaison irréguliers. Elle se concentrait sur les systèmes numériques, les communications cryptées, le matériel non déclaré et, surtout, la composition réelle de l'équipage. Des enquêtes précédentes avaient déjà montré que de nombreuses personnes enregistrées comme techniciens, électriciens ou agents de sécurité privés avaient en réalité des liens directs avec des structures paramilitaires russes ou des agences liées au renseignement militaire. De nombreux témoignages indiquent que ces agents prennent le contrôle effectif des navires, outrepassant les ordres des capitaines civils, modifiant les itinéraires sur ordre extérieur et transformant les cargos en atouts stratégiques mobiles. Autrement dit, le navire cesse d'être un moyen de transport et devient un outil opérationnel. Ce que Stockholm a fait cette nuit-là, ce n'était pas seulement aborder un navire. C'était frapper au cœur même d'un réseau. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large. Parallèlement aux actions menées en mer,
L'Union européenne intensifie ses mesures économiques pour endiguer cette flotte invisible. Le nombre de navires inscrits sur les listes de sanctions ne cesse d'augmenter. L'objectif n'est pas symbolique mais bien mathématique, réduire la capacité d'exportation d'énergie de la Russie au point où les coûts logistiques dépassent toute marge bénéficiaire potentielle. Et c'est là qu'intervient un facteur crucial, l'assurance maritime. Sans assurance fiable, un navire ne peut accéder au port concerné, obtenir de financement ni de lettres de crédit et se heurte à des obstacles même pour franchir des détroits stratégiques. Suite à des épisodes comme l'approche suédoise, le marché mondial de l'assurance a commencé à considérer la flotte parallèle russe non plus comme un risque élevé, mais comme un actif toxique. Aucun assureur ne souhaite assumer la responsabilité d'un navire susceptible d'être saisi à tout moment par les forces d'un pays européen pour des raisons environnementales ou techniques. Cela engendre un effet domino dévastateur. Les coûts de transport augmentent, les pots de vin s'accroissent, les intermédiaires exigent des primes plus élevées, et au final, le pétrole finit peut-être par être vendu, mais l'argent disparaît tout simplement en cours de route. La Russie a créé cette flotte pour contourner le plafond international des prix. Aujourd'hui, elle se retrouve prise au piège d'un cycle où elle vend sans réaliser de profit. Sur le plan militaire, l'impact est tout aussi grave. Géographiquement, la mer Baltique a cessé d'être un espace de manœuvre pour Moscou. Elle est devenue un étroit corridor cerné par les pays membres de l'OTAN. Chaque sortie de port est surveillée. Chaque mouvement est enregistré par des capteurs sous-marins, des avions de patrouille et des systèmes de surveillance côtière. L'invisibilité n'est plus une option. De plus, la simple menace d'attaque de drones à longue portée suffit à transformer les zones portuaires en zones de risque permanentes. Les navires lents, chargés de carburant et dépourvus de défense aérienne robuste, deviennent des cibles idéales. Il n'est pas nécessaire de tous les attaquer. Le simple fait de prouver qu'une attaque est possible paralyse tout le système. C'est le principe d'un blocus fondé sur les risques. Il est plus efficace qu'un blocus naval classique, moins coûteux et plus difficile à contrer politiquement. L'incident impliquant le navire russe dans les eaux suédoises symbolise 3 effondrements simultanés de la stratégie du Kremlin. L'effondrement juridique, lorsque l'Occident commence à utiliser des arguments environnementaux et techniques comme outils d'interdiction. L'effondrement géographique, lorsque des routes autrefois considérées comme sûres deviennent des points de passage stratégiques sous surveillance. Et l'effondrement financier, lorsque le marché refuse tout simplement de soutenir le système. Mais l'aspect le plus important est peut-être le signal envoyé au monde. D'autres puissances observent attentivement la situation, notamment celles qui utilisent elles aussi des flottes civiles comme instruments de projection de puissance. Le message est clair. Le statut de navire de commerce ne garantit plus une protection automatique. Les navires opérant à la frontière entre commerce et guerre seront désormais considérés comme des menaces militaires potentielles. Les mers sont en pleine mutation. De simples couloirs commerciaux, elles se transforment en champs de mines juridiques, économiques et stratégiques. Chaque coque, chaque équipage, chaque cargaison sera analysée non seulement pour ce qu'elle déclare être, mais aussi pour ce qu'elle pourrait dissimuler. Ce qui s'est passé en mer Baltique n'était pas la fin d'un navire. C'était le début d'une nouvelle phase de la guerre hybride mondiale, une phase où la confrontation a lieu avant même le premier missile, avant même le premier coup de feu, utilisant les règles, les assurances, les inspections et les risques comme armes. La Russie a misé sur l'invisibilité. L'Occident a répondu par la transparence. Et la question qui demeure, compte tenu de ce nouveau scénario, est directe et dérangeante. Cette stratégie silencieuse d'encerclement maritime et économique suffira-t-elle à briser la capacité de manœuvre de Moscou sans conduire le conflit à une confrontation militaire directe ?